Alors donc, pour ce premier temps, tous ensemble, pour cette Assemblée générale des résidents du foyer Jean Sturm, bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir 4 intervenants qui vont se présenter tout à l'heure à vous. 4 intervenants qui vont intervenir sur une thématique que nous avons choisie en début d'année universitaire, rapport au corps et effet de groupe, dans le cadre de notre réflexion sur le thème du bizutage qui a été commencé lors du week-end de rentrée 2020. Alors, nous allons commencer nos interventions et nous avons choisi de donner la parole tout d'abord à Nicole Greip qui va introduire notre petit échange. Voilà, donc quand j'ai entendu parler du sujet rapport au corps, effet de groupe, ça m'a immédiatement fait penser à quelque chose de très personnel. Donc pour une fois, je vais raconter quelque chose de moi et ce que je ne fais jamais, mais bon, il faut bien se lancer. Je voulais raconter ce qui m'est arrivé à l'âge de 15 ans quand j'ai été sollicitée avec un groupe de notre paroisse protestante à Paris pour aller écouter le premier grand télé-évangéliste américain qui venait à Paris en 63. Et donc, c'était donc le fameux Billy Graham que les plus anciens ont entendu parler. Et s'en est suivi une discussion à la maison où mon père était farouchement, non pas contre le fait d'y aller, mais contre le télé-évangélisme. Et ma mère et moi, très curieuses, on avait très envie d'y aller. Donc nous voilà donc mon père effectivement donne plein d'arguments et tout, voilà. Et nous partons, je ne sais plus où c'était, mais c'était dans un très très grand lieu. C'était la première fois que je voyais autant de monde réuni. J'ai cherché sur Internet, il parlait de 45 000 personnes, mais c'était peut-être en 3 soirées, hein, j'en sais rien. Mais enfin, c'était quand même un très, très grand nombre de personnes. Et je ne me souviens absolument de rien de cette soirée, rien du message du télé-évangéliste, rien des arguments de mon père qui a été contre le télé-évangéliste. Ce dont je me souviens encore maintenant, aujourd'hui, comme si c'était hier, c'est que à la fin, bon, ça c'est un principe des évangélistes, à la fin, il appelle, venez à moi, donc on ne sait pas trop qui c'est moi, Jésus, bon, enfin, il appelle et tout le monde doit descendre. Alors, j'ai dans le souvenir qu'on descendait, et plus j'y pense, plus je pense qu'on n'est rien descendu du tout, parce qu'en fait, ça devait être à plat, mais bon, c'est une impression donc corporelle, qu'on descendait, c'est-à-dire que tout le monde descendait, sauf ma mère et moi. Et c'est une expérience que j'ai faite vraiment dans mon corps parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir les pieds cloués au sol, le bras de mon père qui me retenait par derrière. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose que j'ai souvent revécu dans d'autres groupes, dans d'autres grands groupes où j'ai pu participer, où comme ça, on a pu demander à des gens de s'exprimer ou de prendre leur carte d'un parti politique, par exemple, ou autre chose. Voilà, donc ça, je voulais vous en parler parce que je pense qu'il y a comme ça des fois comment dire, des événements fondateurs qui font qu'après, on ne perçoit plus tout à fait les choses de la même manière. Et donc, ce qui était très intéressant, c'était que c'était une impression complètement corporelle. Ce qui n'est d'ailleurs pas inintéressant de dire que les personnes qui s'avançaient faisaient aussi une expérience corporelle, puisque peut-être aussi spirituelle, ça c'est pas le débat aujourd'hui, mais en tous les cas, pour s'avancer, il fallait marcher, et moi j'étais fixée au sol. J'avais aussi une impression qui est moins corporelle, qui est l'impression de sidération, en tous les cas de stupéfaction, de voir que tout le monde s'avançait. Alors là, je ne suis pas persuadée que tout le monde s'est avancé, mais dans mon esprit, dans mon souvenir, c'est tout le monde s'avançait, sauf maman et moi. Voilà, donc ça, je voulais en faire part parce que je trouve que ça situe un peu. C'est des effets de grands groupes, c'est un peu différent dans ce qui peut se passer dans les petits groupes. Donc maintenant, je vais parler 1 minute de ce qui peut se passer dans un petit groupe quand on ne sait pas trop ce qui s'y est passé. Alors ça, c'est plus en référence à ce que j'ai vécu au planning familial. Donc, de voir arriver en petits groupes des garçons ou des filles, rarement mixtes, du coup rarement mixtes dans ce cas précis,
venant nous raconter de manière tout à fait affolée et un peu même paniquée que le samedi, donc c'était surtout un lundi ou mardi, que le samedi ils étaient allés à une fête, que sûrement qu'ils avaient un peu picolé, etc. Et que certaines personnes leur racontaient des choses qu'ils auraient faites, mais eux, ils n'en souvenaient pas. Et alors, comment faire? Mais comment je pourrais savoir, etc. Voilà. Donc ça, avec aussi toujours, à ce moment-là, ce n'est pas des personnes individuelles qui viennent, c'est des personnes qui viennent en petits groupes. Donc là, c'est plutôt ce qui pourrait se passer en petits groupes quand on a perdu son discernement habituel, etc. Voilà. Et le troisième groupe dont je voudrais vous parler, puisqu'on n'a pas trop de temps, c'est ce que j'ai vécu pendant très longtemps au planning familial en tant qu'animatrice. C'est l'animation d'un groupe de parole pour des femmes victimes de viol et de viol par inceste qu'on a mis en place. Donc moi, j'ai animé ce groupe pendant 17 ans. Bon, et depuis, ça fait un moment que j'ai arrêté. Donc, effectivement, d'autres ont pris le relais. Et ce qui se passe dans ces groupes, qui ne sont pas des groupes de thérapie avec un psychothérapeute ou un psychologue ou un psychiatre, mais avec des animatrices du planning familial, en fait, c'est des groupes qui sont, dont l'inspiration nous est venue du Canada parce que les Canadiens étaient beaucoup plus en avance sur les Français pour s'occuper des questions de violence. Et effectivement, et déjà à l'époque, c'était. Maintenant, on reparle de toutes ces histoires depuis le début du mois de janvier, mais tout ce qui se dit actuellement, personnellement, je l'ai, comment dire, je l'ai expérimenté, j'ai écouté des personnes, etc., depuis les années 85, 90. Donc, vous voyez, ça fait un certain temps. Et maintenant, enfin, ça sort de manière entendable, alors que pendant 30 ou 40 ans, ça n'était pas entendable. Donc, ça, c'est aussi important. Ça, c'est un phénomène aussi collectif. Et donc, ces groupes de parole qui fonctionnent depuis très longtemps, qui au départ était essentiellement pour sortir les personnes victimes qui venaient de l'isolement. Hein. Donc quand on est ensemble, on est plus fort, et quand on est ensemble pour parler des mêmes choses, de ce qu'on a vécu, parce que les personnes disaient, mais celles qui ont vécu, on veut pouvoir les rencontrer parce qu'elles comprendront ce qu'on a à leur dire, souvent parce que ces personnes avaient fait des démarches qui n'avaient pas été entendues. Et donc, l'idée de ces groupes, c'était donc essentiellement des groupes de solidarité, d'amitié, de soutien. Et ça fonctionne très, très, très bien. Et en fait, c'est un travail très personnel qui se fait pour chacune des participantes de ces groupes, et avec l'appui complètement convaincu par toutes les démarches que vous avez pu entreprendre avant, et également de pouvoir porter aussi d'autres, pour pouvoir par exemple porter plainte ou pouvoir faire des démarches qu'elles n'avaient pas fait jusque-là, et dans un but bien sûr de reconstruction et de sortir de la position de victime, et qu'elles sont, mais il faut d'abord qu'elles soient reconnues comme victimes, et ensuite elles peuvent en ressortir. Et ça, c'est très important, parce qu'il semble que ça soit peut-être un peu moins compliqué de le faire en groupe que de le faire seul avec un thérapeute, ce qui est souvent une démarche annexe de toutes ces, enfin annexe ou primordiale, mais enfin qui à côté de ces personnes. Mais l'effet de groupe est absolument bénéfique dans ces cas-là. Et ça permet de donner beaucoup de courage, et ça donne lieu à des vraies amitiés aussi entre personnes par la suite. Voilà, donc des effets de groupe très positifs. Voilà, c'était les trois groupes dont j'avais un peu, enfin les trois expériences que j'avais dont j'avais envie de discuter avec vous, et on pourra en reparler dans les groupes. Voilà, merci. Merci, merci. Alors maintenant, nous donnons la parole à Rachel Wolf. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ok, merci. Alors, je suis ravie d'être avec vous, et je remercie chaleureusement Mathias d'avoir organisé cette soirée.
et de me donner là l'opportunité de vous partager une découverte que j'ai faite assez récemment, parce que je suis donc conseillère conjugale et familiale, et à mon cabinet, j'avais le sentiment que les couples tournaient parfois en rond, dans des reproches, etc., et qu'on n'avançait pas. Et donc, j'ai voulu trouver un outil qui soit de l'ordre d'une thérapie un peu plus brève et plus efficace. Et je me suis tournée vers les constellations familiales, qu'on dit aussi les techniques transgénérationnelles et systémiques. Et j'ai non seulement trouvé un outil qui est efficace, puisque je l'utilise maintenant principalement à mon cabinet, mais surtout j'ai appris à mieux me comprendre, à mieux comprendre les relations humaines et le fonctionnement de l'humain en général. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un système? Un système, c'est au moins 2 éléments, au moins 2 personnes. Alors bien sûr, l'être humain est composé de nombreux systèmes, digestifs, nerveux, etc. Et le premier système qu'on forme, c'est celui qu'on forme in utero avec notre mère. Et dès qu'on est en relation avec quelqu'un, on forme un système. Donc vous voyez bien que vous êtes tout le temps dans des systèmes. Il y a le système de votre environnement social, le lieu où vous vivez, votre milieu étudiant, et puis plus largement le système de notre région, de notre pays, tous les hommes, toutes les femmes, jusqu'à l'humanité entière. Et la particularité des systèmes, c'est que chacun des membres de ces systèmes sont en interrelation. Mathias, quand il a préparé cette soirée, avait sans doute des pensées qui ont déjà influencé notre champ relationnel, notre système. Et puis, ce que chacun d'entre nous a pensé ou interagi avec Mathias a également influencé tout ça. Et puis, tout à l'heure, je voyais Pierre, là, quand nous nous sommes connectés, qui s'amusait avec 2 petites peluches. Ça a évidemment influencé notre système. L'un de vous, un étudiant, s'est amusé à filmer un autre. Ça aussi, ça a eu un effet sur notre système. Donc, les membres sont en interrelation constante. Et puis, les systèmes, ce sont des organismes qui sont justement organisés et qui sont soumis à des lois de fonctionnement. Ces lois sont vraiment importantes à comprendre parce que ce sont les principes de la vie et de l'amour, et elles régissent beaucoup de choses dans nos vies. La première, c'est la loi de l'appartenance, qui nous dit que chacun a le droit de faire partie de ce système. Et donc, dans notre famille, par exemple, on y a droit parce qu'on a des liens de sang. C'est un droit inaliénable. Et puis, dans les autres systèmes qu'on forme, par exemple, si vous êtes dans une équipe de foot, la règle, ça va être de porter le maillot de cette équipe, bien sûr, et pas d'une autre équipe. Dans l'amitié, ben, c'est parce qu'on s'entend bien, ou bien dans les études, parce qu'on a choisi ce cursus-là. Ce soir, c'est parce que nous avons été invités. Donc, on en fait partie parce qu'on souscrit aux règles du système. Mais on ne peut exclure personne. Et hélas, il arrive très fréquemment qu'on exclue quelqu'un d'un système. Alors vous allez voir, c'est très facile. Il suffit de dire du mal de quelqu'un, de penser du mal de quelqu'un, de ne pas inviter une personne à une soirée, un événement, parce qu'on n'a pas envie, d'oublier de parler d'une personne parce que c'est trop douloureux, quelqu'un de décédé par exemple, ça fait trop de peine, donc on n'en parle pas. Ou encore de ne pas aller voir Tata Gertrude en maison de retraite parce qu'elle perd la boule et que franchement, ça me barbe d'aller la voir. Ce sont quelques exemples d'exclusion. Le deuxième principe, c'est celui de la place. Chacun dans le système a une place bien définie. En général, c'est la voie hiérarchique ou les premiers arrivés. Donc les parents, puis les enfants. Un parent qui prend une attitude d'enfant, ça blesse le système. Un enfant qui va prendre des responsabilités d'adulte, ça blesse le système. Un animateur qui va prendre une responsabilité sans en référer au directeur, ça blesse le système. Vous connaissez aussi Isnogoud qui voulait être calife à la place du calife. C'est pas possible. Et la troisième loi des systèmes, c'est l'équilibre donner-recevoir, qu'on connaît bien dans le commerce, dans le travail. Mais dans nos relations, c'est un petit peu différent. Par exemple, dans les familles,
Il y a souvent cet équilibre qui est blessé dans les questions d'héritage ou les questions d'argent. Mais c'est aussi cet équilibre qui donne le baromètre d'une relation. Et moi, je l'entends dans les couples qui viennent et qui me disent « c'est toujours moi qui fais tout ». En amitié, ça peut être aussi « ouais, c'est toujours moi qui viens d'abord vers elle, c'est toujours moi qui fais le premier pas ». Donc, on sent bien ce déséquilibre. Et quand un de ces 3 principes universels est blessé, le système qui est en déséquilibre va chercher à retrouver un équilibre et pour ça, il va faire porter généralement au dernier arrivé dans le système ou à un plus jeune un symptôme de la blessure. Alors ça peut être une maladie, des problèmes relationnels, des accidents, des échecs à répétition, ça pourrait être des problèmes psychologiques. Et moi, ce que j'entends souvent, c'est des gens qui me disent « mais j'ai l'impression que c'est plus fort que moi, j'ai vraiment tout essayé, j'ai tout fait et je veux pas que ce soit comme ça, mais quand même, ça se reproduit. » Et là, on voit que c'est comme une force inconsciente plus forte que nous qui agit. Une autre notion, mais cette fois plus individuelle, c'est que nous, êtres humains, nous avons une double nature. Nous avons une nature spirituelle que certains développent, d'autres pas, qui vient s'incarner dans le corps de chair que nous sommes, puisque nous sommes des êtres de chair. Et il peut nous arriver d'avoir des réactions parfois un peu mécaniques, un peu animales, qui sont pas forcément contrôlées. Par exemple, j'écoute une émission très intéressante ou un podcast hyper intéressant de nature un peu édifiante, spirituelle, et Internet bug, et je me mets à jurer contre cet ordinateur. Quelqu'un qui observerait la scène trouverait ça peut-être un peu risible, mais regardez dans vos vies le nombre de fois où ça vous arrive de dire quelque chose ou d'avoir un geste ou une action, une attitude qui vous dépasse. Heureusement, on a notre psychisme qui nous aide à temporiser ça et à ne pas balancer l'ordinateur à chaque fois. Mais surtout, il est possible aussi d'être un peu plus libre de ces conditionnements, de ces réactions mécaniques, parfois animales. Et il y a des façons très simples d'arriver à ça. Une possibilité, c'est le fameux « connais-toi toi-même » par du développement personnel, en apprenant à s'observer aussi, le plus souvent possible. On peut de plus en plus aimer et apprivoiser ces parties en nous, les mettre à distance du coup, et parfois même les précéder. Un autre outil efficace, c'est la méditation, qui permet aussi de bien se connaître. Et donc, pour conclure, j'ai simplement une question qui est: qui avez-vous envie de laisser prendre et être le capitaine de votre vie? Prendre la main et être le capitaine de votre vie. Est-ce que c'est plutôt ces réactions animales, mécaniques, instinctives? Ou est-ce que vous avez envie d'être un peu plus libre, un peu plus vous-même et de prendre des décisions en étant un peu plus présent à ce que vous faites et un peu plus conscient de ce que vous faites? Et c'est la citation là, de Invictus qui me dit « Je veux être le capitaine de mon âme ». Merci à vous. Merci Rachel, merci beaucoup pour ce partage. Alors maintenant, nous donnons la parole à Jean-Gustave Hens. Et donc, pour prendre la parole, il faut allumer soi-même son micro. Merci Jean-Gustave. Alors, moi, je vais prendre la suite des 2 intervenantes qui m'ont précédé et je vais aussi donner dans le perso, vous allez voir, mais d'une autre façon. Moi, je vais vous parler de bizutage. Le bizutage, c'est une pratique ancienne qui consiste à soumettre une personne à des épreuves d'initiation humiliantes et dégradantes avec la pression d'un groupe, en vue de favoriser son intégration au sein d'une communauté scolaire ou universitaire, en général lors de week-ends d'intégration. Les filières concernées par le bizutage sont principalement les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les écoles militaires, les facultés de médecine, de pharmacie, les classes préparatoires, mais également un certain nombre de foyers de vie pour étudiants.
suite à des plaintes pour complications graves survenues lors de bizutage. À la fin des années 90, une loi anti-bizutage a été votée le 17 juin 1998 qui punit les actes de bizutage de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Je m'empresse de vous dire que cette loi est... Je crois que mon truc sur les oreilles marche. Cette loi est très théorique parce qu'en 22 ans, il n'y a eu que 16 plaintes qui ont été déposées. Avant cette loi, le bizutage était considéré comme quelque chose de bon enfant, de pas bien grave, dès lors qu'il n'y avait pas de violence physique. Or, cette loi a mis des mots sur les violences psychologiques. Et les violences psychologiques, je vous en parler tout de suite avec un exemple personnel. Personnellement, j'ai participé au bizutage en première année de médecine en faculté de médecine à Strasbourg au début des années 70. La fête était joyeuse et très alcoolisée quand brusquement on a procédé à l'élection de Miss et de Mystère première année de médecine. On a demandé aux heureux élus de se mettre à poil pour qu'on les applaudisse. L'organisateur de la fête, pas mal alcoolisé, leur a décerné les surnoms de gros néné pour la fille et de bidon pour le garçon. Il avait un abdomen légèrement proéminent. Le problème est que ces deux condisciples ont gardé ce surnom pendant les 6 premières années de médecine à Strasbourg et qu'ils ont tous les deux dû suivre une psychothérapie pour digérer cet élément de leur biographie. Je vous rassure, cela ne les a pas empêchés de faire de brillantes études de médecine, suivies par une carrière hospitalière qui force le respect, tout en ayant fondé 2 familles. Ce bizutage que je viens de vous exposer, il pose plusieurs problèmes. Le consentement, l'autodétermination et les libertés individuelles, et je terminerai par quelques mots sur la dignité humaine et la vulnérabilité. Il y a bizutage quand les épreuves sont imposées aux nouveaux arrivants. Certains me diront on peut toujours refuser de participer à un jeu. Néanmoins, en pratique, l'effet de groupe et la façon dont ces jeux sont présentés, avec moquerie pour celui ou celle qui renacle et craint d'être mise de côté, rend souvent la contrainte très subtile. Il s'agit en fait d'une manipulation mentale qui fait croire au bisu qu'il doit accepter n'importe quoi pour faire partie du groupe, se faire accepter, être fortifié, recevoir une pseudo-initiation, bref, renaître. En fait, la contrainte est si sociale et si tacite qu'elle devient invisible aux yeux des acteurs. Les jeux proposés sont très variables. Je me souviens que lors de mon bizutage, au début des années 70, chacun d'entre nous avait été invité à donner un de ses vêtements de manière à former la plus longue chaîne de vêtements possible. En fait, la chaîne faisait le tour d'un amphi qui avait 500 places. Des années après, mon fils, qui a subi un bizutage en école d'ingénieur, m'a dit « C'est incroyable à quel point tu peux t'humilier toi-même pour faire gagner ton équipe et ne pas la pénaliser. C'est bien la pression du groupe qui le pousse. » Il y a quand même 2 éléments qui favorisent les dérapages au cours des week-ends d'intégration. Il y a d'abord l'alcoolisation massive de tous, nouveaux et anciens. On commence par des jeux à boire avec des rasades d'alcool fort entre chaque épreuve. En octobre 2013, un étudiant ivre qui avait été forcé à boire lors d'une soirée d'intégration a été retrouvé grièvement blessé après une chute par la fenêtre du 5e étage. Ce qui est plus embêtant, c'est que l'ivresse conduit aussi à des relations sexuelles non désirées. Des vidéos peuvent être tournées et postées sur Internet. Là encore, faut-il tout accepter au prétexte qu'il s'agit juste de rire? Tout cela pose le problème de l'autodétermination de l'individu. Les étudiants en médecine parmi vous savent que l'autonomie est l'un des 4 principes de base de toute la bioéthique moderne anglo-saxonne. Chacun a le droit de prendre en charge sa propre vie et surtout de choisir son mode de vie.
Nous sommes tous, vous autant que moi, attachés à ce principe que nous considérons souvent comme la valeur suprême. À l'hôpital aussi, le principe d'autonomie respecte la liberté d'autodétermination de tous ceux qui sont directement affectés par une décision d'ordre médical. Mais en Europe et en France en particulier, les éthiciens que nous sommes accordent une place importante, certes à l'autonomie, mais le consensus s'est fait autour de 3 autres concepts qui peuvent être compris comme l'expression de la culture éthique européenne. Le respect pour la dignité humaine, tous les êtres humains, y compris les malades et les handicapés, ont la même dignité inaliénable, le droit à l'intégrité physique du corps humain et son inviolabilité, et enfin la vulnérabilité de l'être humain. La notion de dignité humaine présente des aspects multiples et variés, philosophiques, religieux et juridiques. Vous savez que selon le philosophe Emmanuel Kant, la dignité est le fait que la personne ne doit jamais être traitée comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Elle fait référence à une qualité qui est liée à l'essence même de tout être humain et qui expliquerait qu'elle soit la même pour tous et qu'elle n'admette pas de degrés. Donc, nous sommes pareils, quel que soit notre âge, notre sexe, notre santé physique ou mentale, notre identité de genre ou notre orientation sexuelle, notre religion, notre condition sociale ou notre origine ethnique. Nous retrouvons bien là la conception chrétienne de l'être humain. Enfin, pour terminer, quelques mots sur la vulnérabilité. C'est la capacité que nous avons en tant qu'humains de pouvoir être touchés par une émotion, une attitude, des paroles, sans que cela ne soit obligatoirement exprimé. Souvenez-vous du cas de mes 2 condisciples de première année de médecine. La vulnérabilité est une émotion paradoxale. Alors que nous y voyons une forme de courage quand elle s'applique aux autres, nous la considérons comme une faiblesse quand elle nous concerne nous. Mais je terminerai en disant que c'est bien elle qui nous permet de nous connecter aux autres de manière authentique et notre degré de vulnérabilité dépend de notre sensibilité face aux événements et de notre capacité d'adaptation face à ceux-ci. Vive notre vulnérabilité à tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Gustave. Et nous terminons notre tour, oui, avec Jean-Marc Dupeux. Oui, bonsoir. J'ai eu un petit problème. Comme vous voyez, je m'appelle Elisabeth ce soir parce que mon ordinateur m'a planté. Et ensuite, voilà, j'ai eu différents problèmes. Bonsoir à tout le monde. Je sais que les étudiants souffrent en ce moment. Je ne sais pas, je trouve que bon, c'est un peu difficile hein, de se rencontrer sous ce format que je n'ai pas tellement pratiqué. Mais bon, je vais essayer de vous dire en quelques mots ma réflexion qui tourne autour de la pudeur. Alors, je ne suis pas un gars pudique. Je n'ai pas d'appréhension ni d'aversion pour les corps qui se dévoilent, celui des autres et le mien. Mais dans mes dernières années comme pasteur, je me suis posé la question de la pudeur autour de ce que j'ai vécu avec les lycéens. J'étais à l'aumônerie de lycée d'Agneau. Cette attitude des lycéens qui viennent proposer leur corps comme lieu d'affichage, leur corps, leur visage, leur forme de seins, de fesses, leur piercing, leur tatouage, les vêtements qui soulignent cette immédiate présence du corps comme autant de façons de parler de soi et aussi parfois dans les mimiques de la sexualité qui est jouée devant tout le monde pour provoquer. Pourquoi, me suis-je demandé, ces corps se dévoilent ainsi de manière si immédiate, si forte? Qu'est-ce que les lycéens engagent à travers ça? Est-ce que c'est un conformisme à une mode? Est-ce que c'est une singularité? Voilà, et c'est vrai que bon, ça arrive, hein, l'aumônier, on lui dit bonjour le matin, hop, on soulève le t-shirt pour faire voir à l'aumônier, à tous les autres, le dernier tatouage. Et ça, c'est courant,
même si tout le monde ne fait pas ça. Qu'est-ce que c'est les récits qui viennent autour des piercings? Ah, tu sais, ma mère et moi, on a fait le même piercing pendant les vacances. Alors, bon, cette manière d'exhiber les corps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé. Et je me suis trouvé un peu perturbé, provoqué dans ma relation avec les lycéens. Je me souviens donc de cette force des corps, de cette force des sentiments. Et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut faire pour canaliser ces corps qui s'exposent? Et c'est là que je me suis réinterrogé sur ce que c'est que la pudeur. La pudeur, c'est effectivement quelque chose que j'ai situé d'abord comme quelque chose de fort pour celui qui regarde, qui doit baisser les yeux. Et puis, en face, c'est un peu, je dirais, le manque de pudeur par celui qui dévoile ainsi des sentiments, je pense, qui cherchent confusément la rencontre, mais de manière provocante. Alors moi, je n'ai pas de réponse, mais je vous situe un tout petit peu là où je me suis senti interrogé et là où j'ai commencé un tout petit peu de réfléchir avec une lecture biblique. Et je vais vous proposer une petite interprétation théologique et biblique, j'espère que ce ne sera pas trop embêtant, que je tire d'un rabbin juif qui est une femme que j'apprécie beaucoup et qui a écrit un bouquin qui s'appelle En tenue d'Ève. Le sous-titre, c'est Féminin, pudeur et judaïsme. Et alors, elle s'arrête pendant tout un chapitre sur cette question de la tenue d'Adam, sur le récit de la création. L'homme Adam est créé homme et femme. Ce récit qui imprègne un peu notre culture, on le connaît plus ou moins bien, mais enfin, on l'a quand même quelque part. Et dans ce récit, la découverte de la nudité, qui est au cœur du récit. Alors, je vous rappelle un tout petit peu l'histoire. Après qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se cachent dans le jardin, et voici le texte. Ils entendirent le Seigneur se promener dans le jardin, ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur appela Adam, il lui dit « Où es-tu » Adam répondit « Je t'ai entendu, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Alors avant, ils étaient nus sans le savoir, et la saveur du fruit qu'ils ont goûté, hein, c'était pour une pomme, c'était peut-être un peu du raisin fermenté quand même, on ne sait pas. La saveur du fruit, il les a ouverts au savoir, et ce savoir, c'est d'abord une découverte de nudité et de fragilité. Et alors, Delphine Horviller, la femme rabbin, écrit « L'interprétation chrétienne associe souvent cette niaiserie originelle à une ère pré-sexuelle. Telle n'est pas la lecture juive, qui ne perçoit pas la faute de la Genèse comme sexuelle. Avant l'épisode de l'arbre, nous lisons que l'homme devient une seule chair avec sa femme, donc ils font l'amour. Donc la sexualité préexiste à l'épisode de l'arbre et du serpent, mais désormais l'homme se sait nu et ne peut donc plus le rester. Et alors, juste avant d'expulser Adam et Ève du jardin, Dieu confectionne un étrange cadeau de départ. Il fait à l'homme et à la femme des tuniques de peau, c'est ce qui est dit dans le texte. Alors des commentateurs s'écharpent pour savoir la nature de ce vêtement, mais bon nombre d'exégètes, et Delphine Horviller aussi, avec eux suggèrent que la matière qui constitue la tunique cousue par Dieu ne serait que la propre peau de l'homme. Alors cette lecture a le culot de suggérer qu'au jardin d'Éden, l'humanité était aderme, privée de peau, non pas écorchée vive, mais sans membrane dermique. La nudité du jardin d'Éden serait donc d'ordre dermatologique. La sortie du paradis nous force à nous couvrir d'une épaisseur dont nous ne disposions pas originellement. Dans le monde originel, l'homme est dépourvu de la membrane qui le sépare du monde. L'homme d'Éden est un homme qui n'est pas conscient de sa nudité parce qu'il n'est pas conscient d'une séparation entre lui et le monde. Et alors, dorénavant, l'homme perçoit... Vous m'entendez ou vous ne m'entendez plus? Il y a quelqu'un qui a parlé ou...
Ça va? Non, c'est bon, ça marche. Oui, alors donc je parlais de cet homme qui a maintenant, qui perçoit sa limite, sa peau, par le fait qu'il est séparé du monde et il perçoit aussi les membranes du monde. Il sait qu'il est nu, que le regard de l'autre se pose sur lui, ainsi naît le besoin de se couvrir. Quand on est transparent, on n'a pas besoin de se cacher. C'est lorsqu'on cesse de l'être qu'on se sent trop nu pour rester à découvert. Alors dans cette lecture, ce que j'ai aimé, c'est que la transgression ne met pas en avant la culpabilité, comme on dit, mais plutôt la honte. L'homme qui se découvre nu est honteux, ou pudique si on veut, mais pas coupable. Honteux, mais pas coupable, dit Horviller. Au début du texte, le texte dit qu'ils étaient nus, mais qu'ils n'avaient pas de honte. Et la honte, ça se dit en hébreu boucha, et ce terme a une autre signification dans la Bible. Il dit à la fois effectivement la honte, mais il dit aussi l'idée d'une attente non comblée, une réunion impossible avec le corps de l'autre. En fait, ce terme dit, dans un même mot, la honte et le manque. Et la lecture donc qu'elle fait, c'est de ce qui naît dans ce jardin d'Éden. La honte est le fruit non pas d'une culpabilité, mais d'une conscience nouvelle de l'humanité. Ce voyage au jardin d'Éden nous fait découvrir une humanité encore nue, mais qui ne pouvait pas le rester plus longtemps. Voici la bonne nouvelle de la sortie de l'Éden. Adam et Ève sont enfin opaques l'un à l'autre, et c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher, une peau à couvrir, qu'ils se mettent en route l'un vers l'autre. Telle est notre condition d'être dermique. C'est parce que nous sommes conscients et parfois honteux de nos limites que nous nous soucions de ne pas tout montrer, que nous couvrons nos failles. C'est aussi grâce à ces failles et à ces manques que nous pouvons chercher hors de nous une compagne, un compagnon. Nous sommes là, bien loin de ce que le discours fondamentaliste assène si souvent, l'injonction de voiler un corps coupable, l'injonction de se couper de l'altérité menaçante. Avec Horviller, je dirais, la genèse de la pudeur est une culture de la rencontre et non de l'effacement. Je vous remercie, vous avez été patient. Merci, merci.